Hey, oh, j'ai cassé la planche. Merde. Bon, c'est pas grave. Comment va YouTube? Comment ça va? Moi ça va super bien, il fait chaud, il fait beau et je suis vraiment très content de tourner cette vidéo. Malgré qu'on soit en été, ça m'a pas gêné d'aller au cinéma. Ouais, je suis allé voir un film il y a pas très longtemps qui s'appelle Suzume. Vous connaissez peut-être, vous l'avez peut-être aussi déjà vu. Moi de base je suis pas un grand consommateur de films d'animation japonais ou de manga etc. Je touche pas trop à cette culture là, mais j'ai bien envie de m'y intéresser et c'est aussi pour ça que je suis allé voir ce film là japonais est réalisé par Makoto Shinkai et produit par le Comics Wave Film. C'est un film que je suis allé voir d'une part parce que j'avais des connaissances qui sont allées le voir et je voulais y aller avec eux, mais aussi parce que le sujet m'a beaucoup intrigué. Et vous savez pourquoi? Parce que en fait dans ce film il parle de plein de choses, il y a une aventure, il y a une histoire d'amour aussi à travers le sujet, mais c'est surtout que ce film parle de catastrophes naturelles qui se passent au Japon, et notamment... Oh, les flics, là, c'est... Eh, fini. Ils me coupent comme ça dans ma... Eh. Et notamment celle du 11 mars 2011, que vous avez sûrement dû entendre. Mais est-ce que vous savez réellement ce qui s'est passé le 11 mars 2011 au Japon, dans la région de Tohoku, Kotoru, oula, oh putain, ça me donne des... Eh, oh. Faut que j'arrête avec ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la région de Tohoku au Japon le 11 mars 2011? Alors avant d'entamer le sujet, petit contexte quand même, il faut savoir que le Japon est situé dans un carrefour. Encore une fois, ce supermarché qui nous pousse les couilles. Il est situé dans un carrefour où il y a 4 plaques tectoniques qui se rencontrent. Il y a la plaque pacifique, il y a la plaque nord-américaine, il y a la plaque eurasienne et il y a la plaque des Philippines. Il est aussi situé sur la ceinture de feu du Pacifique. Alors oui, dit comme ça, c'est pas très rassurant de savoir qu'on est sur une ceinture de feu. Parce que ça brûle, le feu. Et l'eau, ça mouille. Je sais pas si vous le saviez, mais je vous le dis quand même. Et effectivement, en fait, elle porte ce nom parce que c'est là-bas où il y a des catastrophes naturelles très fréquentes. Telles que des tsunamis, des typhons, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, et j'en passe. Et ce jour-là, le 11 mars 2011 à 14h46, alors que les habitants de Sendai, une ville au Japon, étaient en train de vivre paisiblement. Ils étaient peut-être en train d'apporter leurs enfants à l'école, de faire des petites courses, et pourquoi pas aller chez le coiffeur pour la Saint-Jacques du week-end. Ça n'existe peut-être pas la Saint-Jacques au Japon. Et ce jour-là, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 9 qui a secoué l'archipel nippon. Pour vous donner un ordre d'idée, le plus gros séisme que n'ait jamais connu le monde, c'était en 1960 au Pérou, d'une magnitude de 9,5 et qui avait causé 2200 victimes. En bref, ici, le 11 mars 2011, c'est le 4e tremblement de terre le plus fort et le plus puissant qui s'est jamais produit depuis le XXe siècle. L'épicentre ou le foyer du tremblement de terre... Wesh... Mais moi aussi il y a des tremblements de terre de chez moi là. L'épicentre ou le foyer du tremblement de terre se situait alors à 130 km de la ville de Sendai dans l'océan Pacifique et à 32 km de profondeur. À cet endroit se rencontrent les deux plaques tectoniques, celle de la plaque du Pacifique et celle de la plaque de la nord-américaine. Et à ce moment-là, la plaque Pacifique plonge sous la plaque nord-américaine et c'est ce qu'on appelle la zone de subduction. C'est là où les deux plaques se rencontrent. En faisant ça, cette plaque-là va alors décaler le Japon de 2,5 mètres. Normalement, ce décalage se fait en 30 ans. Là, en 10 secondes, c'était plié. Cette énorme secousse ne fait pas forcément beaucoup de victimes, mais stimule l'océan. Elle stimule beaucoup l'océan. Vous voyez où je veux en venir? Un tsunami alors se crée à 130 km de la côte de la région de Tohoku. Bien que la vague créée en pleine mer n'est pas forcément hyper impressionnante, lorsqu'elle se rapproche de plus en plus de la côte, celle-ci ralentit, augmente en intensité et en puissance. Le Japon, ayant pour habitude de connaître ce genre de catastrophes naturelles très fréquentes, a alors construit les meilleures infrastructures pour résister à ces tsunamis de 12 mètres de haut. Mais malheureusement, ils savaient pas là à quoi ils s'attendaient. Et effectivement, ce tsunami a atteint plus de 15 mètres de haut. Crois-moi, t'as beau être le meilleur surfeur du monde, celle-là, tu te l'attends pas du tout. Hein.
Non, 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 non. Tu vois, le Godzilla de la vague? Bah c'est à peu près ce qui s'est passé, ouais. Bref, vous l'aurez compris, le tsunami s'abat sur les côtes du Pacifique nord-est du Japon, sur la région de Tohoku, 10 minutes après la secousse du tremblement de terre, et fait beaucoup de dégâts. Elle pénètre alors jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres. En gros, si Sendai était Paris, Paris n'existerait plus. On serait sous l'eau, genre Atlantide. Tu vois ce que je veux dire? 54 des 174 villes se trouvant sur la côte se retrouvent alors englouties par les eaux, créant plus de 20 000 victimes et disparues. Là, vous vous dites, c'est bon, le Japon, il a assez souffert. Les pauvres, ils se prennent un tremblement de terre, ils se prennent une grosse vague d'eau dans la tête. C'est bon, on les laisse tranquilles. Non, non, non. Ces catastrophes naturelles, qui ont alors causé plusieurs milliers de victimes, va engendrer une catastrophe industrielle, et pas des moindres. Elle va causer l'accident nucléaire de la centrale de Fukushima. Dans un premier temps, c'est le séisme qui va provoquer des dommages structurels perturbant le bon fonctionnement de la centrale nucléaire. Et un peu moins d'une heure après, le tsunami de 15 mètres de haut va s'abattre sur les lieux. L'inondation va alors provoquer l'arrêt des circuits de refroidissement et donc les réacteurs vont commencer à surchauffer. Dans les 3 heures qui suivirent, la centrale connaît alors plusieurs explosions. Il est 19h et le gouvernement japonais déclare l'état d'arrêt d'urgence nucléaire au vu de l'état critique de la centrale. La zone d'évacuation prévue de base à 10 km de la centrale de Fukushima atteint très vite 20 puis 30 km. Les habitants coincés là-bas devront alors vivre sans information précise pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant de déterminer le taux de contamination des villages alentours afin de dessiner ensuite une zone d'exclusion. Si on doit faire un bilan des 3 catastrophes consécutives qu'a vécu la région de Tohoku ce jour-là, les résultats sont désastreux. Les normes parasismiques japonaises ont permis en grande partie de résister au tremblement de terre. Malheureusement, c'est le tsunami qui va ici provoquer 90% des pertes. Effectivement, les premières estimations prévoyaient une vague et un tsunami de 3 mètres de haut, pas de 15. Non, non, non. Et donc du coup, les Japonais qui ont pour l'habitude de vivre ce genre de choses ne se sont pas protégés et ne sont pas allés se réfugier sur les hauteurs de la côte du Pacifique. Les victimes se concentrent principalement dans les 3 préfectures de Miyagi, d'Iwate ou d'Iwate et de Fukushima. Le 11 juin 2011, soit 3 mois après la catastrophe, on dénombre 23 500 morts et disparus sans avoir plus d'espoir de retrouver des survivants. Selon le dernier bilan de l'agence de reconstruction, cette triple catastrophe a causé 19 729 victimes, 2 559 personnes à portée disparues et 6 233 blessés. Entre les destructions liées au tsunami et les conséquences de l'accident nucléaire, 500 000 personnes se sont retrouvées sans domicile. Au niveau du bilan économique, c'est aussi des dommages structurels hyper importants. Les routes, les chemins de fer, les aéroports et les réseaux électriques, etc. Mais c'est aussi 122 000 bâtiments détruits, 283 000 ayant subi de gros dégâts et 750 000 de bâtiments qui ont été partiellement endommagés. En juin 2011, le premier bilan économique estime les dommages financiers directs de la catastrophe à 16,9 trillions de yens, soit 147 milliards d'euros. La Banque mondiale considère aujourd'hui que l'accident de Fukushima est la plus coûteuse de l'histoire. Après Tchernobyl, Fukushima est le deuxième accident nucléaire qui n'ait jamais existé. À l'époque, les Russes avaient décidé d'abandonner les terres contaminées par l'accident nucléaire. Ici, au Japon, les autorités japonaises se lancent dans un travail gigantesque de dépollution des sols et des eaux pour faire revenir
les habitants. La Terre a alors été grattée de 5 à 10 cm dans une vaste zone de 50 km autour de la centrale de Fukushima, produisant 17 à 20 millions de mètres cubes de déchets dont on ne sait que trop faire aujourd'hui. De plus, l'eau utilisée pour continuer de refroidir la centrale et éviter la fusion des réacteurs endommagés représente aujourd'hui plus de 1,2 million de mètres cubes d'eau polluée et le stockage commence à saturer. Mais du coup, la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette eau? En 2021, après plus de 10 ans de débats entre le Japon et l'IAEA, l'International Atomic Energy Agency, en gros le boss de la sécurité nucléaire à l'international, le verdict est tombé. Le Japon va pouvoir déverser cette eau polluée graduellement dans l'océan Pacifique, et ce, sur plusieurs décennies. Selon des experts, dans cette eau polluée, il y a du tritium. En gros, c'est un radionuclide qui ne peut pas être éliminé encore aujourd'hui par les technologies qu'on a actuellement. Et en gros, il n'est pas dangereux pour l'être humain jusqu'à haute dose de concentré. L'IAEA estime que ce projet va se faire en pleine conformité avec les normes internationales et qu'il n'y aura aucun impact sur l'environnement. Le rejet de cette eau doit se faire en ce moment, en plein printemps ou en été 2023. Je ne sais pas s'il a déjà commencé ou si vous en avez entendu parler. Forcément, il y aura des personnes plus évoluées que moi ou qui ont le plus de connaissances sur cette cause qui critiqueront peut-être ce projet de rejet d'eau. Moi, je ne m'y connais pas, donc je vais pas me prononcer si c'est bien ou si c'est pas bien. Tout ce que je sais, c'est que l'IAEA a accepté de le faire et a dit qu'il n'y avait aucun dommage sur l'environnement. Et je pense que s'il y avait eu ne serait-ce qu'un seul risque, ils n'auraient pas accepté. Donc je pense qu'on peut leur faire confiance là-dessus. Après on verra, ça se trouve, je sais pas, le mélange des particules ou je ne sais pas, va avoir des grosses conséquences à l'avenir. Mais pour l'instant, voilà, on n'en sait pas plus. Et puis voilà, en tout cas, vous en commentaire, n'hésitez pas à me partager si vous avez aimé ce genre de vidéo, si vous étiez au courant de tout ça, de tout ce qui s'était passé sur l'accident nucléaire de Fukushima. Moi, je ne savais pas, j'avais entendu parler que Fukushima était un accident nucléaire, et je ne savais pas que cela avait été provoqué par un tremblement de terre et un tsunami, et je m'étais pas rendu compte des conséquences que ça avait eu à Tohoku ou au Japon. Donc voilà, c'est un sujet qui m'a tenu à cœur de vous en parler. Si jamais vous avez d'autres idées, ou si jamais vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi en tout cas j'ai beaucoup pris plaisir à faire ce genre de vidéo, à m'instruire déjà, à la préparer et à prendre beaucoup de renseignements, et puis même moi ça m'apporte des connaissances, ça m'apporte plein de choses, et donc si je peux que vous le partager, et c'est avec grand plaisir. En tout cas, moi je vous dis sûrement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les bolos, ciao.